vous êtes parti fleur au fusil pour aller casser du russe. Vous vous souvenez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, qui disait « on va mettre la Russie à genoux ». Bon, maintenant c'est vous qui êtes en position de faiblesse, c'est les Européens qui souffrent. Moi, si j'étais Trump, j'enverrais aujourd'hui un émissaire à Moscou pour essayer de trouver un espèce de deal qui inclut un arrêt des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Trump a annoncé qu'il arrêterait la guerre en Ukraine en 24 heures. Bah maintenant, on va essayer de le prendre au mot. Bonjour Monsieur Jean-Daniel Roux. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes un ancien ambassadeur et diplomate expérimenté. Vous avez occupé des postes clés en Europe et au Moyen-Orient. Et vous êtes également l'auteur de Crimes et Tremblements, un ouvrage dans lequel vous revenez sur votre expérience et vos réflexions liées aux défis que vous avez rencontrés tout au long de votre carrière diplomatique. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et au déclenchement du conflit du 7 octobre, vous avez évoqué une polarisation accrue de la société à plusieurs reprises et dans différents médias. Polarisation qui est due à un manque d'informations sur les véritables causes des conflits. Alors je vous propose qu'on revienne sur cette question-là dans un premier temps. Par exemple, dans le contexte du conflit russo-ukrainien, quels éléments essentiels manquent selon vous à une compréhension globale de la situation ? Moi, je pense qu'il y a polarisation parce qu'il y a émotionnalisation. Évidemment, quand on voit des chars russes déferler en Ukraine, quand on voit des massacres comme celui de Boutcha, on a tendance à réagir de manière extrêmement épidermique et émotionnelle et prendre des mesures graves parfois, comme des sanctions, sans nécessairement réfléchir, se poser les questions de base. Comment on en est arrivé là? Quel est notre intérêt? Comment sortir de là? Et sans vouloir remonter au Moyen-Âge ou à 1648 et à la constitution du premier État ukrainien moderne, je crois que pour un peu saisir certains des aspects, en tout cas, de la situation actuelle, il faut revenir à l'indépendance de l'Ukraine en 1991, à la chute de l'Union soviétique, mais aussi se souvenir ce qui s'est passé dans les années 30 et pendant les années 40, avec ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, donc une espèce d'holocauste ukrainien, une famine organisée des Ukrainiens, qui est un génocide qu'on impute à Staline et à l'Union soviétique. Parce que c'est des choses qui ont marqué l'esprit, la psyché collective de ce pays, comme l'Holocauste a marqué la psyché collective des Juifs. Et je pense que si on n'a pas ces éléments-là en tête, ça sera difficile. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Ukraine, depuis l'indépendance de 1991, elle est divisée selon un schéma grosso modo Est-Ouest. La Crimée, elle a tenu 3 référendums, un en 1991, un en 92, un en 94, pour affirmer son autonomie vis-à-vis de Kiev. Déjà à ce moment-là, il y avait des tendances séparatistes qui s'étaient fait naître. Si vous regardez la carte électorale de l'Ukraine de 1991, pratiquement jusqu'à l'élection de Zelensky, vous verrez qu'il y a, enfin plutôt jusqu'à 2014, puisqu'à partir de 2014, il y a une division de fait entre les régions tenues par les pro-russes à l'est et le reste du pays. Jusqu'en 2014, vous verrez qu'il y a une division est-ouest du pays en fonction des sensibilités, de la langue et de l'identification à la culture ukrainienne ou à la culture russe. Donc, sans avoir ces éléments-là en tête, c'est difficile je crois qu'on simplifie. Ah, cette pauvre jeune démocratie agressée par cet horrible empire mené par un dictateur, ça c'est beaucoup trop simple. La vérité, elle est beaucoup plus complexe. Et puis, je parle pas évidemment de ce que les Russes pensaient défendre en envahissant l'Ukraine. Je parle pas de l'application croissante des forces armées occidentales en Ukraine à partir de 2014 qui ont pu être senties comme une provocation. Je ne parle pas des tentatives qu'il y a eu aussi de la part de la Russie en 2021 encore de proposer des pourparlers aux Européens, aux Américains, à l'OTAN, aux Américains.
pour trouver des arrangements à l'amiable. Donc bref, une crise comme ça, elle n'intervient jamais dans un vide. Il y a toujours des causes plus ou moins profondes qu'il faut saisir. Et puis d'une manière générale, quand on a cette compréhension-là des choses, on réagit peut-être de manière moins épidermique, moins émotionnelle, plus mesurée aussi en ayant à l'esprit une solution qui soit raisonnable à ce conflit. Qui est-ce qui réagit exactement de façon épidermique? C'est la société de façon générale? C'est de la photomédia? Qui est responsable de cette réaction émotionnelle forte? Bon, les décisions sont prises par les gouvernements, mais évidemment les parlements jouent un rôle crucial. Puis les parlements sont à l'écoute de leurs électeurs, donc ils sont à l'écoute des médias. Donc c'est un peu tout le microcosme, je dirais, du pouvoir de nos sociétés qui s'emballe et qui arrive à des décisions épidermiques, comme soudain donner aux Ukrainiens le droit d'asile à peu près automatique, alors qu'il y a certainement des peuples qui sont davantage menacés, et qui, dans les Palestiniens par exemple. Je pense que on va jamais octroyer le statut S qu'on a octroyé aux Ukrainiens, aux Palestiniens. Moi, je connais des gens qui ont cherché à venir des enfants en Suisse pour les faire soigner, des enfants de Gaza, donc victimes des bombardements. Et pour que la Suisse leur donne les visas, ils ont dû mettre 300 000 francs sur la table pour garantir le retour chez eux. Donc, vous voyez, cette différence de traitement, ça ne peut être le fait que de réactions émotionnelles qui reproduisent un deux poids, deux mesures et une situation injuste. Comment expliquer justement cette différence de traitement? Comment expliquer que les Ukrainiens soient pris en pitié, que la société de façon générale reconnaisse leur statut d'immigrés, d'exilés politiques, et comment se fait-il qu'on ne reconnaisse pas les mêmes droits aux Palestiniens selon vous? C'est une excellente question. Ça a visiblement... Parce qu'il y a quand même un espèce de consensus comme ça dans la société, hein, donc on ne peut pas dire que c'est des décisions imposées depuis en dessus. Moi, je pense que c'est forcément lié à un matraquage médiatique polarisant qui a tendance à diviser le monde en le bien, les bons Ukrainiens contre les méchants Russes. Et puis, évidemment, on veut toujours être du côté des bons. Alors que dans le cas d'Israël-Palestine, c'est beaucoup plus complexe. Je veux dire, les événements du 7 octobre ou les massacres du 7 octobre, c'était pas une invention israélienne, c'est vraiment le Hamas qui a lancé cette opération, c'est les mouvements palestiniens qui ont causé des drames. Donc on avait une situation, disons, qui de prime abord était complètement différente, où les Palestiniens n'étaient pas les victimes et les Israéliens les agresseurs, comme dans le cas de l'Ukraine, les Ukrainiens étaient les victimes et les Russes les agresseurs. Donc je pense que ceci explique cette différence de traitement. Plus profondément, j'ai l'impression que on renouait comme ça avec des schémas émotionnels et des schémas de pensée qui sont quelque part sauvegardés dans notre ADN. Le bolchevique, le péril rouge, aussi l'accueil des réfugiés hongrois en 1956, des réfugiés tchèques en 1968, tout ça éveille probablement des souvenirs dans la mémoire des gens, dans la mémoire collective ou la mémoire des gens qui ont vécu ça ou qui ont entendu parler de ces choses-là dans leur famille. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Et puis il y a peut-être un dernier aspect. Vous savez, j'ai suffisamment traîné dans les officines du pouvoir, que ça soit dans des ministères des Affaires étrangères, dans des ministères de la Défense, aussi parfois en lien avec les services. Et j'ai remarqué que il y a un terme en français qu'on peut pas traduire, en allemand qu'on peut pas traduire en français, c'est les Kaltkrieger, les combattants de la guerre froide, les Cold Warriors. Ces gens-là, ils ont jamais complètement disparu. Je me souviens de leur désarroi en 1991, quand tout d'un coup déjà avant en 1989-90, lorsque le pacte de Varsovie a cessé d'exister, ensuite l'Union soviétique a cessé d'exister, et du coup on n'avait plus d'ennemis. Et du coup, quelle était la justification à notre existence? C'était terrible. Donc le fait d'avoir un beau vieil ennemi, les Russes, qu'on connaît bien,
qui mène une action d'agression facile à définir, très claire, c'était presque un soulagement, je pense, en secret, hein, pour beaucoup de ces Kaltkrieger et Cold Warriors, parce qu'ils retrouvaient les schémas de comportement dont ils étaient familiers et puis pour lesquels ils s'étaient entraînés toute leur vie. Est-ce qu'on peut vraiment dire que, donc là vous faites référence à la fin de la guerre froide, est-ce qu'on peut vraiment dire que le communisme est mort à 100%, disons l'autoritarisme plutôt, qu'il y avait en Russie à l'époque est mort à 100%. On sait que Poutine contrôle encore la presse, qu'il y a eu des répressions par rapport aux personnes qui ont voulu s'opposer au pouvoir. La Russie se rapproche toujours plus de la Chine, qui est quand même un gouvernement autoritaire. Est-ce que il n'est pas quelque peu justifié quand même de s'opposer à la Russie d'une certaine façon, de s'élever contre un régime qu'il y ait une régression démocratique entre, disons, les élections de Boris Yeltsin et puis les dernières élections de Poutine, qui étaient évidemment complètement trafiquées et manipulées, qui n'étaient pas des élections démocratiques crédibles, c'est absolument indéniable. Maintenant, vous savez, moi j'ai essayé de promouvoir la démocratie dans le monde, enfin surtout en Europe de l'Est après la chute du mur. Alors il y a des pays où ça marche du tonnerre, hein, chez les Tchèques, même chez les Slovaques, c'est un peu plus compliqué. Chez les Hongrois, c'était parfois aussi un peu compliqué, mais ça a marché, etc., etc. Et puis, il y a d'autres pays où on peut arriver avec nos schémas de pensée, nos beaux schémas démocratiques à l'occidental, et puis ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, et la Russie, c'est un pays comme ça qui a pas de tradition démocratique. Les pays où ça marche le mieux, c'est où il y a une tradition démocratique d'avant, hein. Mais des pays comme la Russie, qui sont déjà gigantesques et qui n'ont pas de tradition démocratique, où il y a toujours eu un homme fort ou une femme forte, Catherine II par exemple, donc un leader fort, c'est des pays où on peut essayer d'appliquer nos schémas, et je suis convaincu que c'est les meilleurs, hein, mais bon, il y a des pays où ça marche juste pas. Et puis, je pense qu'il y a une vision un peu impérialiste des choses, de croire qu'on peut aller chez eux et puis plaquer nos valeurs et puis nos systèmes de gouvernance. Je sais pas, il faudrait une fois essayer de faire un vrai sondage en Russie. Je pense pas que c'est possible aujourd'hui pour les raisons que vous mentionnez, mais ce serait intéressant de faire un vrai sondage en Russie pour voir si les gens sont satisfaits du système tel qu'il est maintenant. Alors aujourd'hui, je sais pas, hein, avec la guerre en Ukraine, mais j'ai un sentiment très fort que, disons, il y a 10 ans, si vous aviez demandé aux Russes est-ce qu'ils préfèrent la situation aujourd'hui, donc 2010-2014, ou est-ce qu'ils préféreraient l'espèce de gabegie qui régnait à Moscou dans les années 90, à l'époque de Yeltsin, je peux vous garantir que la plupart vont vous dire on préfère avoir un pouvoir fort façon Poutine que le pouvoir des oligarques qui se tirent dans les pattes et puis qui manipulent un gouvernement faible. C'est intéressant. Merci en tout cas d'apporter cette nuance. Je vous propose qu'on passe au conflit israélo-palestinien, qu'on n'a pas encore beaucoup abordé. Un sujet facile. Là, il semblerait que la situation elle est encore plus complexe. On a des récits très contradictoires de la part d'experts renommés quant aux raisons géopolitiques qui ont progressivement poussé justement les deux parties à prendre les armes. Comment est-ce qu'on peut démêler le vrai du faux? Comment est-ce qu'on peut saisir l'ampleur du conflit en regardant justement l'histoire qui nous précède? Alors, ce qui est assez dramatique avec le conflit israélo-palestinien, c'est que si on veut vraiment démêler toute l'histoire, le vrai du faux, c'est peut-être pas la bonne manière de présenter les choses. Ce que je pense qu'il faut essayer de faire, c'est de décrypter les narratifs des deux côtés, parce que des deux côtés, les narratifs font appel à des notions d'histoire notamment, ou de religion, qu'il faut comprendre et qu'il faut connaître. Je veux dire, quand vous avez Ben Gvir et Smotrich, qui sont les deux éléments peut-être, enfin certainement, les plus extrémistes du gouvernement, qui vont prier sur l'esplanade du temple, avec plein de gens qui les suivent, il faut savoir que leur volonté, c'est de reconstruire le temple construit par Salomon il y a 3000 ans, détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, à la suite de quoi les Babyloniens ont emmené les Juifs en exil à Babylone, qui ont été libérés en 546 par qui? Par Cyrus, l'empereur perse qui les a autorisés à revenir, etc., etc. Donc ça
Pour eux, le dôme du rocher, l'esplanade du temple, ou Haram el-Sharif, comme disaient les Arabes, ça fait appel à des convictions très profondes. Et si on n'a pas conscience de ça, on réussira jamais vraiment à comprendre comment ça se passe. Et puis après, la même chose pour l'importance qu'attachent les musulmans exactement au même endroit, puisque c'est de là que Mahomet serait allé au paradis et que là, il aurait rencontré tous ses prédécesseurs, y compris Jésus d'ailleurs, mais Abraham, Isaac, tous les prophètes, et qu'il aurait reçu un peu la légitimité de prophète lui-même. Donc, alors on remonte très loin dans l'histoire, hein. Après, une façon plus simple de lire le conflit, c'est tout simplement l'occupation. L'occupation de la Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est, qui dure depuis 1967, le droit international qui dit depuis peu de temps d'ailleurs que l'occupation est illégale, ça c'est un avis consultatif de la Cour internationale de justice qui date de cette année, et puis les demandes de la communauté internationale dans des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU pour terminer l'occupation, pour qu'Israël se retire des territoires palestiniens occupés et que ceux-ci deviennent un État palestinien. Et ça, c'est des demandes qui datent de 1967, la résolution 242 des Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui est contraignante en droit international et qui prévoit l'échange de la paix contre la libération des territoires. Ensuite, vous avez eu Oslo qui construisait sur ces résolutions. Ensuite, vous avez eu l'initiative de Genève, faite dans cette ville, en 2003, qui a un modèle d'accord de paix, disons, je dirais presque parfait, complet, de 500 pages, qui prévoit des solutions à toutes ces choses-là. Mais les négociations, depuis le retour de Netanyahou au pouvoir, il n'y a plus de négociations, il n'y a plus de perspective politique. Netanyahou a essayé de gommer le problème palestinien en convainquant Trump de payer un certain nombre de pays arabes pour qu'ils fassent la paix avec Israël. Le Maroc a reçu le soutien américain sur le Sahara occidental pour qu'il normalise leurs relations avec Israël. Les Émirats arabes unis ont reçu l'autorisation d'acheter des F-16 pour ça. Au Bahreïn, on a mis une sourdine aux critiques pour qu'ils normalisent avec Israël. Tout ça, c'est les Américains qui ont fait. Et puis le résultat des courses, c'est que ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, ça a mis la question palestinienne tout au fond de l'agenda. Tout va bien, le conflit est géré. Netanyahou faisait ça depuis 15 ans, hein, depuis qu'il est retourné au pouvoir. Il gérait le conflit, on n'entendrait plus parler. De temps en temps, quelques échanges de tirs, mais sans grand dommage, du point de vue occidental, hein, du point de vue de la communauté internationale. Donc tout va bien, on peut laisser ça. Et puis, voilà, le résultat de cette négligence de la question palestinienne, c'est qu'un beau jour, la violence a explosé de la manière la plus abjecte qui soit, hein, on est d'accord là-dessus. Mais je pense que c'est aussi le résultat d'une stratégie qui a échoué, qui était celle de manager le conflit, de le gérer. Et puis, pendant trop longtemps, on s'est dit, les Qataris donnent 30 millions par mois au Hamas, on les achète, ils restent tranquilles, il n'y a pas besoin de s'attaquer au fond du problème. Bon, maintenant, je crois qu'on a compris que c'était une grave erreur de ne pas s'attaquer au fond du problème, comme nous, on a essayé de le faire hein, dans l'initiative de Genève à un moment, en soutien de la société civile israélienne et palestinienne. Et puis d'ailleurs, je me demande maintenant si c'est pas trop tard pour s'attaquer au fond du problème. Parce qu'après l'ampleur des dégâts, des massacres, des destructions qui ont eu lieu, pas seulement à Gaza, aussi en Cisjordanie, on peut vraiment douter de la viabilité, de la faisabilité d'une solution à deux États qui représente malgré tout le consensus international. Vous mentionniez Trump à l'instant, il a été élu 47e président des États-Unis. Comment est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer maintenant que le président... Bon, alors dans son premier mandat, Trump a fait absolument tout ce que Netanyahou voulait. Il est sorti du JCPOA, donc l'accord nucléaire avec l'Iran. Il a déplacé son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant implicitement par là que la Jérusalem unifiée est la capitale de l'État d'Israël. Pour mémoire, en droit international, la vieille ville et toute la partie est de Jérusalem sont des territoires occupés. Hein. Ensuite, il a reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan syrien, qui, du point de vue du droit international,
est aussi un territoire occupé. Et puis enfin, il a fait les cadeaux qu'il fallait à un certain nombre de pays arabes pour qu'ils normalisent leurs relations avec Israël. Donc, on peut dire qu'il a été un bon serviteur de la politique de Netanyahou. Alors, est-ce qu'il va se rendre compte aujourd'hui que ça n'a amené à rien, finalement, cette politique, si ce n'est à plus de chaos et puis à plus d'argent américain, parce que c'est un peu ça qui compte chez Trump, hein, c'est qu'est-ce que ça coûte. Donc, ça conduit à beaucoup d'investissements américains pour fournir des armes à Israël. Bon, vous me direz, une grosse partie de ces fonds retourne dans l'industrie militaire américaine, donc c'est pas vraiment 100% de perte. Ça a mené à un discrédit grave des États-Unis dans les trois quarts du monde, pas seulement des États-Unis, aussi de l'Occident, y compris de nous la Suisse. Alors, est-ce qu'il va continuer avec cette politique? Parce que s'il continue sur la lancée de ce qu'il a fait dans son premier mandat, ça veut dire qu'il va autoriser Netanyahou à déporter une bonne partie de la population de Gaza, à créer une zone militaire fermée au nord de Gaza pour des raisons de sécurité, à parquer les Palestiniens qui seront partis de Gaza dans des espèces de, comment il faut dire ça, des espèces de camps de réfugiés, mais entourés de l'armée israélienne. Et puis, je peux vous garantir que dans moins de 5 ans, il y aura des colonies qui seront construites dans ces régions-là, parce que c'est un peu la même technique qu'ils ont utilisée dans d'autres parties d'Israël. Suivre Netanyahou aveuglément, ça peut aussi vouloir dire entraîner les États-Unis dans un conflit militaire contre l'Iran. Ce qui serait extrêmement dangereux, parce qu'on peut être à peu près sûr que les Russes vont, d'une manière ou de l'autre, prendre la défense de l'Iran. D'ailleurs, on dit qu'ils ont déjà livré des systèmes de défense très performants à l'Iran. Donc, on peut espérer que Netanyahou, que Trump ne va pas suivre aveuglément Netanyahou. Je pense qu'on aura certaines indications là-dessus lorsqu'on saura quel sera le team de politique étrangère de Trump. Maintenant, peut-être que Trump verra les choses différemment, parce qu'il va se rendre compte des effets négatifs sur les finances américaines, mais aussi sur l'image américaine dans le monde, peut-être. Et puis aussi, il se souviendra peut-être que Netanyahou a été un des premiers dirigeants étrangers à féliciter Biden en 2020, lors de sa victoire, alors que Trump contestait encore cette victoire. Et on raconte que Trump aurait dit injure. Ensuite, je lui ai tout donné à celui-là et maintenant il me trahit. Alors écoutez, on verra, est-ce qu'il va rendre des comptes, est-ce qu'il a cet esprit de vengeance, est-ce qu'il trouve que c'est plus confortable pour lui de continuer à donner un chèque en blanc à Netanyahou. Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Mais comme vous dites, de toute façon, c'est surtout la team de la politique étrangère qui va déterminer un peu la direction que Trump va prendre. Oui, mais d'un autre côté, Trump a aussi dit qu'il allait diriger lui-même, qu'il n'allait pas se laisser guider par le deep state, vous savez, tout l'establishment qui est très fort aux États-Unis. Mais tout ça, c'est des questions ouvertes. Est-ce qu'il va vraiment réussir à prendre le contrôle du deep state? Il y a des gens qui disent qu'il va se faire assassiner, que l'establishment, comme on dit, les néoconservatives et tous ces gens-là n'ont pas supporté encore 4 ans de Trump. Lui, il a dit qu'il allait les mettre au pas. Donc peut-être qu'il y a aussi un conflit préprogrammé au sein même des structures de pouvoir américaines. En tout cas, une chose qui est sûre, Trump projette de retirer ou de diminuer fortement les fonds qui sont alloués à l'OTAN. Sur cette question-là, en ce qui concerne la question russo-ukrainienne, on peut peut-être penser que Trump agira de façon à ce que le conflit s'apaise. Si justement l'OTAN a moins de fonds alloués par les Américains, est-ce que la Russie va pas peut-être lâcher un peu du lest dans ce contexte? Bon, moi, si j'étais Trump, j'enverrais aujourd'hui un émissaire pour des réunions secrètes à Moscou pour essayer de trouver un arrangement. Il aime les deals, hein, voilà, the art of the deal. Pour essayer de faire un deal avec Moscou et puis peut-être aussi l'envoyer à Pékin après pour les sonder, pour essayer de trouver un espèce de deal large qui inclut un arrêt des hostilités
entre la Russie et l'Ukraine et un arrêt des hostilités au Moyen-Orient. Et je pense que, franchement, les Américains ont besoin, enfin, peuvent pas faire ça sans l'accord des Russes. Et parce que même si les Américains disent aujourd'hui, on arrête de vous donner des armes, je parle de l'Ukraine, hein, les Russes, peut-être qu'ils vont dire, mais nous, on n'a pas spécialement envie d'arrêter, on est sur une pente ascendante, on est en train de gagner du terrain, petit à petit, donc on va poser des conditions qui sont inacceptables, parce que c'est un peu comme au casino, vous n'avez pas envie d'arrêter de jouer quand vous gagnez. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y a un deal un peu de plus grande ampleur qui devrait être fait et qui n'inclut pas seulement l'Ukraine, mais aussi le Moyen-Orient et surtout la relation avec l'Iran, où là les Russes ont des leviers. Vous pensez Trump capable d'un tel deal? Bon, écoutez, Trump a annoncé qu'il arrêterait la guerre en Ukraine en 24 heures. Bah, maintenant, on va essayer de le prendre au mot. Il faut compter à partir du 20 janvier. Donc, justement, maintenant, il a 2 mois pour préparer le terrain. Et moi, je trouve que la bonne manière de préparer le terrain, ça serait d'envoyer des gens à Moscou, au Kremlin, et puis à Pékin, puis leur dire, écoutez, il faut arrêter ces guerres qui nous nuisent à tous. Maintenant, c'est très possible que les autres aient une vision différente des choses, puis qu'ils disent, ouais, ça vous nuit surtout à vous, parce que vous êtes parti fleur au fusil pour aller casser du russe. Hein, vous vous souvenez, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, qui disait, on va mettre la Russie à genoux. Bon, maintenant, c'est vous qui êtes disons, qui êtes en position de faiblesse. C'est les Européens qui souffrent, les Américains quand même moins, économiquement, évidemment. Pourquoi est-ce que c'est nous qui devrions faire des compromis? Voilà quel est notre tarif. Il pourrait très bien entendre ça. Hein. Il pourrait très bien entendre ça. Et puis, notre politique vis-à-vis d'Israël, ça rassemble une partie de l'Amérique latine, une partie de l'Asie, à peu près toute l'Afrique, contre nous. Il y a aussi une partie du Moyen-Orient. Donc les Chinois et les Russes savent très bien jouer de ça. Hein. D'ailleurs, vous avez vu la participation assez remarquable au sommet des BRICS à Kazan à la fin octobre. La Russie n'est nullement isolée. Au contraire, on a l'impression que c'est l'Occident qui commence à être isolé. Oui, vous parliez de la Chine. Elle aussi a des ambitions hégémoniques assez fortes. Vous pensez que même si elle est plutôt dans l'ombre en ce moment, elle profite petit à petit de ce qui est en train de se passer dans le monde? Alors certainement, je pense que la Chine avance ses pions. Vous savez, si vous voulez comprendre la mentalité chinoise, il faut comprendre les règles du Go. Le fameux jeu chinois. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Go, c'est un jeu où on a un échiquier, mais c'est pas un échiquier comme aux échecs. Il y a beaucoup plus de lignes. Je crois qu'il y a 108 intersections entre les lignes verticales et les lignes horizontales. Et puis chaque joueur dispose d'un stock de pierres illimité. Et puis on crée des territoires sur l'échiquier. Mais il n'y a pas d'endroit spécial où on peut créer des territoires. Donc l'échiquier est vide au début, puis il se remplit petit à petit, puis en créant des territoires. Et ensuite, il y a des règles sur comment garder son territoire, etc. Puis voler les pièces de l'adversaire aussi. Et les Chinois, c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent dans le monde, en faisant des investissements tout d'un coup en Afrique, tout d'un coup en Europe de l'Est. Je me souviens quand j'étais à Belgrade, ambassadeur, tout d'un coup on apprend que les Chinois investissent 260 millions dans la rénovation d'une ligne de chemin de fer entre Belgrade et Budapest. Belgrade-Budapest. Bon, alors Budapest, ça relie évidemment au grand réseau ferroviaire européen, mais après, depuis Belgrade, on fait quoi? Et puis après, on remarque qu'ils ont racheté le port du Pirée à Athènes, donc l'idée, c'est de relier, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu comme le jeu de Go, on investit ici, on investit là, mais avec l'idée de relier les territoires un jour ou l'autre. Et puis, les Chinois sont très, très doués pour faire ça. Maintenant, pour comprendre la mentalité chinoise et la relation compliquée avec les États-Unis, il faut voir, que aussi bien au niveau de la production industrielle que de la recherche et le développement, des investissements en nouvelles technologies et des infrastructures dans le pays, la Chine est sur le point de dépasser les États-Unis. Hein. Donc la Chine est un vrai rival, mais du point de vue du pouvoir économique aussi, et de l'innovation, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Tout d'un coup, soudain, on le réalise. La deuxième chose qu'il faut réaliser, c'est que les Américains pratiquent depuis des décennies une politique d'endiguement militaire de la Chine par le contrôle de ses voies commerciales qui sont essentiellement navales.
Si vous regardez une carte des, je crois, 162 bases américaines dans le monde, vous verrez qu'elles sont disposées de manière stratégique pour contrôler les voies commerciales. Et ça commence dans la mer de Chine, même dans la mer du Japon au-dessus. Si vous regardez les bases américaines, vous avez Okinawa, donc qui contrôle la mer du Japon. Ensuite, vous avez Taïwan. Ensuite, vous avez les Philippines, qui est aussi un allié. Vous avez le contrôle du détroit de Malacca. Et puis, vous pouvez continuer comme ça jusqu'à Gibraltar en passant par le canal de Suez. Donc, les Chinois se sentent encerclés par les Américains. Et comment ils ont réagi? Ils ont réagi en construisant des voies de commerce alternatives par la terre. On est typiquement dans une espèce de bataille géopolitique qui a été thématisée d'ailleurs par les premiers géopoliticiens du début du fin 19e, début 20e siècle, comme Mackinder, typiquement dans un conflit entre puissance navale, puissance maritime et puissance terrestre. Et la Chine est une puissance terrestre, et c'est pourquoi elle essaie de se développer à travers l'Eurasie, donc l'Asie centrale. Un des projets importants qui a été décidé, annoncé au sommet des BRICS de Kazan en octobre 2024, c'est une transversale nord-sud qui devrait relier Saint-Pétersbourg à l'Inde. Je sais pas si vous voyez, routière, ferroviaire, pour des transports de marchandises. Et comme ça, on évite le contrôle américain de ces voies. C'est ça toute la logique des choses. Ils utilisent les armes capitalistes développées par nous, les libéraux européens. Et bon, ils sont plus forts que nous à ce jeu-là. Et c'est vrai que c'est devenu nos rivaux dans le contrôle de l'économie mondiale, peut-être même bientôt un jour de la finance mondiale. C'est pas encore le cas pour le moment. Mais ils jouent avec les mêmes armes que nous, hein. Alors bon, il y a peut-être un peu de dumping, il y a peut-être parfois l'emploi de prisonniers. Donc là, il y a des problèmes de droits de l'homme sur lesquels il faut parler aux Chinois. Et puis moi, je trouve absolument logique d'augmenter les tarifs sur des biens qui sont produits dans des conditions de droits de l'homme ou aussi des conditions sociales ou des conditions environnementales qui correspondent pas à nos standards à nous. Mais autrement, je crains que nous soyons en train de perdre à une lutte qui se fait quand même plus ou moins à armes égales. On a beaucoup parlé de l'Amérique, mais qu'est-ce que l'Europe devrait faire par conséquent pour sauver sa peau économiquement, militairement, dans le contexte que vous êtes en train d'évoquer? Bon, j'ai un peu l'impression que l'Europe est en désarroi hein, après cette victoire de Trump. Biden n'a pas réussi, n'a pas connu beaucoup de succès en politique étrangère. La honte du retrait d'Afghanistan, l'Ukraine est un échec, le Moyen-Orient montre la vulnérabilité, la faiblesse américaine. Ils sont 330 millions, ils sont pas capables de dire à leur petit allié de 8 millions et demi d'habitants de cesser le feu, d'arriver à un accord d'échange de prisonniers, de libération des otages et de cesser le feu avec le Hamas, avec cette petite organisation. C'est un aveu de faiblesse terrible pour la première première puissance mondiale. Mais s'il y a une chose que Biden a réussi, alors contre mon attente, je dois le dire, contre l'attente de beaucoup, c'est qu'il a vraiment repris le leadership du monde occidental à travers l'OTAN, à la faveur de la guerre en Ukraine. Et vous vous souvenez que Macron disait, je crois en 2019, que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et aujourd'hui, on peut pas dire que l'OTAN soit en état de mort cérébrale. L'OTAN a regagné de la crédibilité, l'OTAN est active, et l'OTAN, elle a même reçu 2 membres supplémentaires, hein, la Finlande et la Suède, elle grandit. Donc l'OTAN est redevenue, sous le leadership de Biden, vraiment l'organe central de la sécurité, en tout cas européenne, en tout cas ouest européenne. Maintenant, on sait que Trump n'est pas un grand fan de l'OTAN, on sait que Trump estime que les Américains payent beaucoup trop, on sait que Trump pense que les Européens devraient payer beaucoup plus. Donc, l'avenir de l'OTAN est un petit peu indécis. Moi, ce que je pense depuis toujours,
c'est que les Français et les Allemands devraient réussir à se mettre d'accord pour créer une armée européenne, pour avoir une vraie politique de sécurité commune et s'affranchir de la tutelle américaine. Est-ce que c'est possible? Malheureusement, je ne le crois pas. Donc, on va devoir continuer à faire ce qu'on fait avec les Américains, avec un coût économique assez élevé, parce que tant qu'il y a les sanctions contre la Russie, il y aura de l'inflation, des fermetures d'usines, du chômage, hein, comme on le voit maintenant dans le secteur automobile, par exemple. Et puis, avec les conséquences électorales incertaines, qu'on se prépare en France et en Allemagne, avec peut-être des équipes de dirigeants complètement nouvelles, avec des idées très différentes par rapport au rôle de l'Union européenne, au rôle de l'euro, à la subordination à Washington, qui vont arriver au pouvoir. C'est une conséquence assez naturelle d'une politique qui a été beaucoup trop timorée et beaucoup trop asservie aux intérêts de Washington, qui ne sont pas les nôtres, hein, pendant beaucoup trop longtemps. Mais on peut remonter à Sarkozy, hein, vous savez, les derniers ont vraiment réussi à résister aux Américains quand ils voulaient forcer les Européens à adopter des politiques qui n'étaient pas dans leur intérêt, c'est Chirac et Schröder. Lorsqu'ils ont dit non à George W. Bush, lorsqu'il a envahi l'Irak. Mais depuis, on n'a plus vu cette volonté d'avoir un pôle européen qui est vraiment autonome et qui veut s'affirmer avec ses propres intérêts. Vous voyez des perspectives d'espoir parmi les dirigeants actuels ou bien quelqu'un qui pourrait justement réorienter l'Europe? Quand on parle de l'Europe, on parle quand même du couple franco-allemand, hein, qui a toujours été le moteur de l'Europe. Franchement, avec le casting actuel Macron-Scholz, ça me paraît extrêmement difficile d'envisager des changements, surtout parce que, je le regrette, hein, mais parce que aussi bien Macron que Scholz sont largement discrédités dans leur propre électorat. Hein, on l'a vu lors des dernières élections, pour ce qui est des deux, hein, d'ailleurs, de Macron et Scholz. Et par contre, il y a des partis qui montent en puissance sur les échiquiers politiques français et allemands. Je pense va falloir compter avec ces forces à l'avenir, hein, même si a priori elles nous paraissent pas très ragoûtantes. Mais voyez, Mélanie nous paraissait pas très ragoûtante non plus. Elle vient d'un parti qui a quand même des racines fascistes. Mais bon, finalement, elle est au pouvoir et puis elle respecte le jeu international, elle respecte les droits de l'homme, elle respecte le jeu de l'Union européenne. Donc, il faudra voir ce qui se passe en France et en Allemagne. Mais je crois que ces dirigeants, avec leur politique faible, ont préparé leur propre chute. Oui. Peu d'espoir pour l'Europe, alors? Pas à court terme. Pas à court terme, mais vous savez, l'Europe réussit souvent à se relever après des périodes très difficiles. Et c'est dans les périodes très difficiles que soudain, vous avez des grands hommes ou des grandes femmes qui se lèvent et puis qui réussissent à remettre le bateau, j'allais dire sur le bon chemin, c'est peut-être pas le bateau sur le cap. Merci beaucoup pour cette conclusion avec une note d'espoir que vous apportez. Merci pour toutes les nuances que vous avez apportées au cours de cette interview. Je pense qu'elles sont essentielles dans un climat justement avec beaucoup de confrontation et de polarité. Merci aussi d'être revenu sur les causes des conflits, une discussion approfondie, je trouve, sur la racine qui sous-tend justement les différents antagonistes. Je pense que c'est très important de revenir à la racine des conflits. Donc, merci pour cette discussion et j'espère avoir l'occasion de vous revoir prochainement pour une nouvelle discussion. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Maintenant, vous savez, pour ce qui est de plonger dans les racines des conflits, je crois que chacun des conflits de ces planètes, si on voulait aller vraiment jusqu'à la racine, ça nécessiterait à peu près un séminaire d'une année d'université à raison de 3 heures par semaine pour approcher les vraies causes profondes. Donc tout reste un peu trop court, un peu trop éphémère, mais voilà, on essaye de toucher à certains points névralgiques qui me paraissent importants. Dans tous les cas, merci de votre écoute et merci de votre intérêt.